Bonjour à tous, on est le 26 août 2020. Ce matin, j'étais avec mon kangourou parce qu'ici au Québec, il faisait assez froid. Bon, de toute façon, j'aime beaucoup la fraîcheur. C'est un beau matin. Il y a aussi quelque chose au niveau technique. Là. Ma dernière vidéo, je pense que j'ai eu 3 personnes qui m'ont écrit au niveau du son. Donc, il était peut-être pas assez fort. J'avais essayé un nouveau micro, mais ça semble pas avoir fonctionné. Donc, je suis retourné à la vieille méthode avec mon micro régulier. Donc, je vais continuer avec ça, il n'y a pas de problème. Je pense qu'au niveau du son, vous pouvez me laisser des commentaires si... mais là, je pense qu'on redevient, veut dire, dans le... on redevient à la normale avec micro que j'avais, ma caméra ordinaire. Donc, je pense qu'au niveau du son, il n'y aura pas de problème. Ce matin, je fais une vidéo parce qu'on attend encore le fameux discours de Powell. Je pense que c'est virtuel, dans le fond, le sommet à Jackson Hole, dans le Wyoming. C'est virtuel à cause de la COVID cette année, mais c'est quand même vraiment entendu par les marchés et on a anticipé hier et avant-hier, hier et aujourd'hui, on ne sait pas trop, on est dans c'est du surplace. L'or, oui, a subi des corrections, mais de toute façon, techniquement, l'or était déjà en correction, consolidation, on peut dire. Donc, avec le discours, on ne sait pas comment que ça va se dérouler, mais il va y avoir beaucoup de volatilité sur l'or cette semaine. C'est pour ça que, dans le fond, on va aller voir ça en dernier, mais je vais plutôt regarder un peu l'aspect historique là, de ce qui est arrivé, un peu 1970-71 avec le discours de Nixon, où on a cessé d'adosser le dollar américain à l'or. C'est à cause des dettes de guerre du Vietnam, donc on s'est libéré d'être adossé à l'or, et depuis ce temps-là, on crée de la monnaie comme on veut, sans avoir besoin de quelque chose de solide pour être appuyé là-dessus, mais on va regarder ça en dernier, c'est sûr. Peut-être en profiter, vu qu'on est en consolidation de l'or et en même temps des orifères, argentifères. On va en profiter pour regarder à long terme comment le plan pourrait se dérouler. Donc, mais on va débuter quand même en regardant les bourses. Les bourses, surtout ce qui se passe en ce moment au niveau de l'économie. Parce que, comme je vous ai dit souvent, et c'est quelque chose qu'on peut observer justement en regardant les indicateurs économiques, c'est qu'on est vraiment détaché, la bourse. On bat de nouveaux records, Standard & Poor's, Nasdaq, pas le Dow Jones encore. Donc, on bat des nouveaux records et on le sait très bien. Je vous l'avais expliqué dans mes dernières vidéos. C'est vraiment à cause de 5 actions, 5, 6, 7 actions, mais le Standard & Poor's 500, c'est 495 actions font pas des montées extraordinaires. C'est sûr qu'il y en a tout le temps là-dedans qui peuvent monter fortement, mais c'est surtout les actions de technologie. Dans le dernier vidéo, je vous en ai parlé, que la situation ressemble beaucoup à celle de l'an 2000. Les technologies avaient explosé, comme je vous avais dit, je ne vais pas me répéter, mais je vais rentrer là à la bourse et c'est là que l'or a commencé sa course. Donc, c'est une situation qui est quand même assez semblable. Et à long terme, on pourrait regarder tout à l'heure avec le graphique de l'or, vous allez peut-être constater que les similitudes... le pic de l'an 2000 a correspondu au creux de l'or et ensuite l'or est parti pour 10 ans, peut-être 10 ans a connu une montée vraiment extraordinaire. Donc, on va commencer immédiatement pour pas perdre trop de temps. Au niveau de... ici, ça, c'est un index qu'on peut retrouver, on fait une recherche, Fear and Greed. C'est la peur et la confiance, et en ce moment, on est vraiment à 73 dans ces coins-là. Ça date du 24 août. C'est quand même assez récent. On a à peu près la même chose en ce moment, mais on voit que les investisseurs, aussi, ou plutôt, on dit les investisseurs, les personnes qui sont peut-être aussi plusieurs petits investisseurs sont en ce moment euphoriques. On achète encore et tout explose, surtout les valeurs technologiques. Le Nasdaq, et là c'est le Standard & Poor's qui suit, mais le Nasdaq est vraiment technologique, c'est de l'euphorie en ce moment. Donc on voit ici ce graphique-là qui nous montre que oui, on est retourné en euphorie. Et maintenant,
en contrepartie, l'économie réelle, il n'y a rien de parti. On va regarder ça, les prochains graphiques et tableaux. Ici, ça se trouve être la confiance l'index de confiance des consommateurs. Et non, là, on est vraiment en déclin et surtout, on doit le dire, les bourses battent de nouveaux records, oui, mais on est en récession. On est en récession. C'est sûr que on dit que c'est à cause du coronavirus. Moi, je prétends que non, c'est pas le coronavirus. Le coronavirus a été la cause pour justement poursuivre la folie d'impression monétaire par les banques fédérales, surtout par la Fed, la folie de dépenses, ici au Canada, 340% d'augmentation de la dette. Aux États-Unis, ça a été moins, mais quand même, c'est beaucoup au niveau du prorata, on est les plus forts, mais au niveau de la quantité, c'est évident que c'est les États-Unis qui sont toujours les champions au niveau de l'économie mondiale et même au niveau de l'exagération. Les États-Unis, bien entendu, qui sont vraiment les champions de la dépense et paradoxalement, je vous avais déjà parlé de ça, la vélocité de la monnaie. Ça, c'est un graphique qui est hyper important. La vélocité de la monnaie de M2, qui se trouve être la quantité de monnaie, les banques, l'argent qu'on utilise chaque jour. Je pense qu'il y a les bons du trésor là-dedans. D'ailleurs, comme je vous avais dit, sur mon site, vous pouvez suivre ça. Je vais rajouter les indicateurs qui viennent de la Fed, Fred, c'est le site Fred, mais je l'ai imbriqué dans mon site. Donc, la vélocité de la monnaie, c'est ça. Ce que vous voyez en ce moment, c'est que l'argent, comme j'en ai déjà parlé, je vous en parle souvent, l'argent ne tourne absolument plus aux États-Unis. L'économie américaine est morte. Pour le moment, il n'y a pas rien qui nous indique au niveau des indicateurs économiques, bien entendu, rien qui nous indique que l'économie est forte et ça va bien. C'est sûr qu'on est en campagne électorale et Trump dit que tout va bien. J'écoute un discours qui parle que ça va super bien, on est sorti de la crise, tout ça. C'est une campagne quand même, c'est sûr que le président Trump, c'est son intérêt de faire ça. Mais par contre, du côté démocrate, ce qu'on fait, c'est qu'on démonise Trump. Bon, ça c'est le jeu là, de la politique. Démoniser Trump, mais surtout, c'est l'implication je pourrais dire, la philosophie démocrate face à ce qui se passe au niveau des révoltes aux États-Unis. Écoutez, il y a plusieurs villes, puis vous le savez, qui sont à feu et à sang en ce moment. C'est terrible. Il y a toujours des nouvelles villes qui se radditionnent à ça et on a vraiment disqualifié les policiers. Donc, à New York, je vous en ai parlé, c'est mort. Les autres villes subissent hier, je pense que c'est hier ou avant-hier, je ne sais pas en Ohio. En tout cas, c'est une nouvelle ville où on commence aussi à saccager tout. On a brûlé les autos dans un concessionnaire automobile. On voyait ça j'ai vu ça filmé, là. Donc, c'est vraiment catastrophique. Et la stratégie des démocrates, c'était de démoniser Trump, lui mettre sur le dos tout ce qui arrivait en ce moment au niveau de troubles sociaux, suite à la COVID, mais les manifestations suite à la mort de Floyd, c'est ça. Donc, c'était de mettre tout sur le dos de Trump, c'était leur stratégie, mais c'est pas arrivé. C'est pas arrivé comme ça. Trump a utilisé ces bouleversements sociaux dans les différentes villes en disant, regardez, premièrement, c'est ceux qui subissent le plus de troubles, c'est des villes qui ont élu des démocrates. Donc, vous voyez ce que les démocrates font et ils nous amènent dans le chaos. Eux voulaient utiliser ces événements-là pour discréditer Trump, que Trump agit pas, n'est pas capable de rien faire, mais ça servirait contre eux. Et aujourd'hui, moi, je suis presque sûr que Trump va remporter encore une fois. Comme je vous avais dit, les démocrates n'ont pas de stratégie réellement. C'est simplement de dire
dire que regardez ce qui arrive, les villes sont à feu et à sang, mais Trump réveille ça contre eux autres en leur disant tout simplement, ben c'est votre politique, c'est votre vision des choses. Il y a des mairesses, je pense c'est de Chicago, la mairesse de Chicago a presque approuvé les manifestations. Lorsqu'ils sont arrivés près de sa maison, elle a appelé la police par contre parce qu'elle voulait être protégée. Donc c'est une grande contradiction. Mais l'économie réelle, pour revenir à ça, ça ne roule plus aux États-Unis. On injecte encore des capitaux, on va le faire encore cet automne, ici au Canada, en Europe, probablement en France, vous aussi. C'est partout, on injecte des capitaux dans le marché en pensant que réinjecter des capitaux. Et là, ce qu'on attend, le discours de Powell c'est jeudi, à Jackson Hole, ben ça va être assez important parce que probablement, on va parler de l'inflation aussi, on va parler des prochaines 10 années qui s'en viennent, donc probablement ça va être encore de l'argent injecté dans le système. De toute façon, on est habitué à ça. Mais l'important, ça va être de la manière que le marché va percevoir ce discours-là. Donc, c'est vraiment à suivre. Mais la réalité économique, l'argent ne vire plus. Puis, c'est sûr que le fait que c'est la masse monétaire sur le PIB est vraiment à terre. Moins 32%, je parle du PIB américain, et au niveau de la masse monétaire qui gonfle tout le temps. Donc, c'est ça, c'est le rapport entre la masse monétaire et le PIB, donc ça nous donne la vélocité de la monnaie. Donc, l'argent qui est injecté dans le système ne contribue pas à faire en sorte que l'économie réelle en bénéficie. En regardant le graphique de la vélocité, c'est ce qu'on peut constater. Ça, c'est un autre graphique que j'ai trouvé qui parle des petites entreprises américaines. On parle entreprises américaines. Toutes les petites entreprises, on avait eu, c'est des ouvertures des petites entreprises, le nombre de petites entreprises qui ont commencé à réouvrir. On voit ici la grande courbe. Qu'on voit ça ici, c'est le mois de mars, lorsqu'il y a eu la panique boursière, des petites entreprises, puis là on a mis ça sur le corona, en tout cas tout s'est mêlé ensemble, et on a commencé à connaître un déclin très important de fermeture. C'est le confinement qu'on a connu, dans le fond, c'est cette réalité-là, et on a commencé à rouvrir à partir du 15 avril, et jusqu'à juillet, on a eu un pic ici, mais là on est retombé dans la peur, et même les gouvernements contribuent à encore accentuer cette peur. Au niveau du corona lui-même, les graphiques nous montrent très bien qu'on est en descente et la cloche est rendue à terre. Là, ce qu'on prétend ici au Québec, vous aussi, je pense en France, aux États-Unis aussi, on prétend qu'on va avoir une nouvelle vague cet automne, mais c'est très critique ce qui va arriver cet automne. Parce que dans le fond, c'est l'élection américaine, comme je vous dis encore, qui va être le pivot de tout ça. L'élection américaine, et ensuite c'est 2021. Le sommet de Davos. Mais ce qui se passe aujourd'hui, cette semaine, c'est très important parce que cette réunion des banques centrales à Jackson Hole, ils vont prendre des décisions et en tout cas, ils vont essayer de montrer à la population qu'ils contrôlent la situation. Mais la réalité, c'est pas du tout ça. On se trouve à être vraiment dans une déconfiture et là on retombe encore, les petites entreprises, on retombe à la baisse. Ça c'est le pourcentage du nombre de petites entreprises ouvertes. C'est pas mal tout fermé, quand vous voyez c'est rouge, moins 40, moins 30, c'est pas mal tout fermé dans presque tous les États et surtout ici, qui se trouve être New York, tout ça, mais c'est des États démocrates. Démocrates, on se trouve à la Californie ici, et aussi le centre est pas mal républicain, donc républicain, il y a bien des endroits qu'on a on a continué, on a fait fi un peu de ce qui est arrivé, ou au moins on a essayé de maintenir des petites entreprises, je parle, ouvertes, ou faire en sorte que les consommateurs puissent acheter, dépenser, mais bonne partie des États aux États-Unis, c'est catastrophique. Et comme je vous dis, surtout ici, les républicains. Puis il y a aussi plusieurs entreprises, je dois préciser, qui ferment parce que, à cause des manifestations, il y a les personnes qui viennent manifester, souvent, il y a des casseurs qui sont là-dedans, puis tout ce qu'ils veulent, c'est défaire le système capitaliste, c'est briser tout. Donc, si vous avez un commerce, peu importe lequel, votre vitrine peut subir des dommages simplement parce qu'elle fait partie du grand système capitaliste.
C'est mauvais le capitalisme. Il faut tomber dans du communiste donc on coupe toute la richesse créée par les salles capitalistes et on distribue ça à tout le monde. Et on sait que dans la réalité, le communisme n'a jamais fonctionné. Donc, mais c'est ce qu'on veut vraiment avec le salaire de base universel. Aussi contrôler non seulement oui, c'est monétaire, mais c'est plus que ça. On veut contrôler la population. Et ça me fait vraiment peur. C'est nos libertés fondamentales qui vont être contrôlées par les gouvernements. Et ici au Québec, là, il n'y a pas d'opposition. Comme je vous avais dit, M. Brassard, qui est le seul ancien député et ministre qui s'est levé, qui a parlé, je parle au niveau des masques, au niveau de la liberté de manifester sans se faire arrêter. Je sais qu'en France, vous avez eu dans une brasserie, les policiers sont rentrés. J'ai vu ça avant hier, je pense qu'ils sont rentrés et à coup de bâton ont attaqué les personnes qui portaient pas de masque et on fait sortir tout le monde. J'ai trouvé ça scandaleux. En tout cas, c'est ça. Les conséquences de cette folie qu'on vit en ce moment, j'en reviens pas. Et surtout, les commerces, on n'est pas incité à aller dans les commerces. C'est comme si on était des brigands quand on rentre dans le commerce. En plus, on est masqué. Donc, c'est ça, la situation américaine au niveau des petites entreprises, ça va pas bien. Et ça, c'est... Ben, je pense, peut-être que je vous l'ai déjà montré, ça se trouve être des graphiques, c'est 3 courbes, qui nous montrent que le marché est déconnecté de l'économie réelle. Regardez l'économie réelle, cumulative real, le produit intérieur brut cumulatif. On voit qu'ici on est en descente. Les ventes, croissance des ventes, c'est en descente aussi. Et le produit intérieur brut aux États-Unis est moins 32%. C'est le COVID, mais c'est plus que ça. C'est que toute la société économique s'est écroulée littéralement avec le confinement, mais les conséquences de tout ce confinement, on le connaît là, aux États-Unis, au Canada aussi, surtout les États-Unis, puis surtout les troubles sociaux qui sont là. Donc, et pourtant, on est à un nouveau record au niveau du Standard & Poor's et au niveau du Nasdaq. Et c'est encore plus. Donc, oh que ça va bien, ça va bien. On bat des records, mais la réalité, c'est que la réalité économique est vraiment catastrophique, comme je viens de vous en parler sur les quelques graphiques. Donc, économie réelle, croissance réelle du produit intérieur brut, des indices eux autres. Oh, que ça va bien, ça va bien, ça va bien. Ça, c'est un autre graphique que j'ai trouvé vraiment intéressant, qui est sur le très très long terme, qui se trouve à montrer, c'est sur Real Invest Advice. Je vous partage ces graphiques-là. Écoutez, c'est pas moi qui les ai faits, là. Je donne toute la crédibilité à Real Investment Advice. C'est un site extraordinaire, mais puis je le mentionne tout le temps, là, donc c'est à eux le crédit. Mais pourtant, lorsque je grappille un peu partout pour aller chercher de l'information pour vous la partager. C'est de l'information qui est pertinente, donc ça, je vous la partage. C'est un super de beau graphique qui part de 1854. Bon, je vais, dans le fond, prenez une capture d'écran. Je ne le mettrai pas nécessairement, mais si ça vous intéresse, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est toute en fin du compte, ce qui nous intéresse ici, c'est le produit intérieur brut. Par capita, puis ça c'est le produit intérieur brut. Les deux, le pointillé c'est le produit intérieur brut, puis ça c'est par capita. C'est à peu près la même chose, ça suit là. Puis ce qui est intéressant dans ce graphique-là, c'est que en ce moment, le creux qu'on connaît du produit intérieur brut, c'est quelque chose qui avait été connu bon, ici un peu avant, parce qu'on avait eu des crashs. La panique de 1909, 1912 c'est le Titanic, la Fed qui a été créée en 1913, le Gold Standard Act en 1900, panique de 1893, c'est vraiment intéressant, mais surtout les gros creux qu'on a connus, c'est Wall Street, le crash de 1929 ici, on voit très très bien comment que le produit intérieur brut a baissé. Le New Deal avec Franklin Roosevelt, excusez, et c'est avec le New Deal, on est reparti à la hausse. On a reconnu
une déprime ici au début de la guerre. Et ensuite, la guerre, vu que la guerre a été comme vraiment un catalyseur au niveau de l'industrie américaine, les Américains sont rentrés en tout dernier lors de l'attaque de Pearl Harbor, dont qui ont profité pleinement, les entreprises américaines, même canadiennes ici, où ce que je reste pas loin, à côté de la rivière Saint-Maurice, il y avait plein d'entreprises du temps de la Deuxième Guerre mondiale. L'économie roulait à fond ici pour justement le soutien de la guerre, au niveau, pas seulement au niveau des fusils, des canons et tout ça, au niveau du matériel, de la nourriture, de tout ce que les soldats avaient besoin sur le front en Europe. Donc vous, l'Europe, vous subissiez la guerre, la destruction. Nous, ici, au Canada, surtout les Américains, tout ce que les Américains faisaient, c'est qu'ils vendaient et rapatriaient de l'or. La Deuxième Guerre mondiale a été très, très lucrative pour les États-Unis. Et c'est pour ça qu'ici, on voit le produit intérieur brut qui est vraiment parti à la hausse durant la guerre. Ensuite, à la fin de la guerre, on a connu ça. Mais là, on est parti avec l'accord de Bretton Woods, 1944. Donc, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Puis ici, il faut comprendre que lorsqu'on a ici la baisse, là, ici, là, le début de la guerre, là, on a eu une croissance parce qu'on fournissait à l'Europe, on fournissait tout à l'Europe pour que les Alliés, l'Allemagne, s'autodétruisent. Et puis, ici, lorsque les Américains sont rentrés en jeu, ben là, on voit la croissance du PIB qu'elle a chuté vraiment d'une manière importante. Tout ça à cause de la peur, bien entendu. Et ensuite, on est reparti à la hausse et on a eu les glorieuses dans les années 50. Donc, on a eu vraiment du haut, du bas. À partir de 80, ben ça, on ne décortiquera pas tout ça, là, parce que dans le fond, on a eu des hauts, des bas, des récessions, tout ça. Ici, on a eu la grande récession de 2000, à peu près ici, là. 2000, c'est la première récession, bulle technologique. Et ensuite, on a eu la grande récession en 2008, là, avec la crise des subprimes et tout ça, et beaucoup d'entreprises qui ont fait faillite. Le système monétaire qui était très, très précaire. Ce qu'on a fait, réinjecter de l'argent, c'est pas grave, on réinjecte, on va s'en tirer avec ça. On a tenu ça pendant des années. Et maintenant, en 2020, ce qu'on vient de connaître, c'est une dégringolade vraiment importante du PIB. Je parle au niveau des États-Unis, mais c'est les PIB sur la planète en entier. Donc, c'est ça, très beau graphique que vous pouvez regarder dans vos temps libres ou le soir autour du feu, regarder ce graphique-là. Peut-être que c'est pas la situation idéale, là, mais en tout cas, c'est un très beau graphique. Ça se trouve être un indicateur que Warren Buffett lui-même a créé, créé dans le fond. Ça se trouve être, c'est le Wilshire, c'est 5000, je pense, c'est pas, ici c'est marqué 500. À moins que c'est Wilshire 5000. Ah oui, c'est ça, c'est Wilshire 5000 ici. Ici, il y a une petite erreur, qui se trouve être divisé par le produit intérieur brut. Et lorsqu'on arrive à des pics comme ça, eh bien, on est dans des situations précaires. Un autre pic ici, 2007, donc on voit très très bien, 2000, qui a été la crise des technos, qui a subi toute une dégringolade. D'ailleurs, peut-être vous montrer rapidement Buffett, je reviens, et puis on reprendra. C'est le livre de Warren Buffett qui parle un peu la vie de M. Buffett. Et surtout, ça commence avec la crise de 2000. Parce que Warren Buffett avait dit à ceux qui avaient commencé, qui étaient investis dans les technologies, de faire vraiment attention, parce que dans le fond, on se trouvait vraiment à être peut-être dans une euphorie qui pouvait conduire au désastre, et c'est ce qui est arrivé. Donc Warren Buffett, dans les années 2000, je me souviens encore, je connaissais pas Buffett, c'est là que j'ai commencé à le connaître, et c'est vraiment après que j'ai lu la biographie de M. Buffett, c'est un cadeau de ma femme. Donc Warren Buffett disait essentiellement sur à la crise des années 2000 que les technologies étaient dans une situation vraiment précaire, et il s'est pas trompé, Et là, en ce moment, la raison pour laquelle je parle de l'indice
Warren Buffett et peut-être la situation actuelle, c'est que Warren Buffett, comme vous le savez, je vous en ai parlé, vous l'avez vu certainement, a acheté de l'or, 500 millions de dollars d'or au niveau de Berkshire Hathaway. On va dire que c'est pas beaucoup compte tenu de tout son portefeuille, mais quand même, Buffett a vendu surtout beaucoup de banques. Je me souviens pas s'il n'y avait pas du Goldman Sachs. Il a vendu beaucoup de banques et a acheté de l'or via Barrick Gold. Donc, en ayant fait ça, ça fait la première fois que Buffett achète de l'or parce que Buffett était vraiment pas un pro-or. Son père l'était, mais lui, il l'était vraiment pas. Mais Warren Buffett lance un message très fort sur le désaveu de la politique américaine, des banques américaines et peut-être aussi de la Fed en ayant acheté de l'or. Et c'est pour ça qu'on revient à son fameux indice qui suit très religieusement. Donc, Warren Buffett a pris la décision d'acheter de l'or et surtout aussi a commencé dans le même temps, a vendu des banques importantes et ça, il a vendu beaucoup. Je pense, je me souviens, je pense qu'il y a 1 milliard, 200 millions, je suis pas sûr de la quantité, là, j'ai vu ça vite, c'était surtout l'or qui m'intéressait, c'est 500 quelques millions au niveau de l'or, c'est 20 millions d'actions de Barrick Gold, mais avoir vendu des banques, c'est un autre message que Buffett a envoyé au marché, et dû à probablement cet indice, on a appelé c'est l'indicateur Buffett, mais dans le fond, c'est Buffett qui se servait de ça, et vu que Warren Buffett dans les marchés financiers est vraiment connu, ben, on a appelé ça l'indicateur Buffett, et c'est à des sommets aussi, une situation assez dangereuse, donc Buffett voit probablement encore, comme en 2000, la précarité de ce qui pourrait, des marchés et de ce qui pourrait arriver. Et il pourrait avoir vraiment une débandade. Les 5, 6, 7 entreprises technologiques, les GAFAM, on a aussi Tesla là-dessus, sont absolument évalués à des ratios, c'est du jamais vu. Je pense que Tesla, j'ai vu ça, c'est 960, le PE, là, d'habitude, un ratio 50-100, mettons, les technologies qui ont beaucoup d'innovation, même si avec StarX, Tesla, c'est une compagnie d'automobile, même si c'est électrique, en tout cas, c'est 968 le PE, c'est ce que j'ai vu, écoutez, j'ai resté surpris, mais j'ai fait des vérifications, c'est du jamais vu. Amazon, je ne sais pas c'est comment, c'est sûr que du temps de la pandémie, Amazon a pleinement profiter de ça. Pour l'avenir, Tesla... mais non, c'est une bulle. Puis Warren Buffett, là-dessus, l'a démontré que lui aussi croit que c'est une bulle en ayant acheté de l'or. Même si c'est pas beaucoup pour son portefeuille, il a envoyé un message clair et c'est son ratio, ça. C'est le ratio de Buffett. Et pour terminer, on n'ira pas voir les graphiques. Là, l'or, ça va jouer aujourd'hui, ça monte un petit peu là, à l'heure qu'on se parle. J'ai regardé ça tout à l'heure, ça avait commencé dans le rouge, mais ça va se promener comme ça toute la semaine. Donc, on va se concentrer rien sur du macro tendance au niveau de l'économie. Et pour commencer, ce que je vais faire, tout simplement, je vais vous partir, que vous connaissez probablement, la déclaration de Richard Nixon en 1971. Là, c'est en anglais, mais c'est sous-titré en bas. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Now, what is this action, which is very technical, what does it mean for you? Let me lay to rest the bugaboo of what is called devaluation. If you want to buy a foreign car... pour ça. On va arrêter ça là pour ça. Donc, vous avez un peu compris que Nixon avait
dit qu'on dévaluait, qu'on arrêtait d'adosser le dollar américain à l'or, chose qui était faite depuis 1944 à 35 dollars l'once, 35 dollars oui l'once du dollar américain, à cause de cette situation, c'est là que l'or a vraiment pris son envol, vu que l'or n'était plus fixé à 35 dollars l'once. Et ici, c'est vraiment un graphique sur le très long terme, et c'est là-dessus qu'on va finir. Là. On va regarder ça très en détail au niveau de l'or, où est-ce que l'or pourrait s'en aller. Ça, c'est la crise de 1929. Je vous en avais déjà parlé, mais là, on va l'étudier un petit peu plus avec la déclaration de Nixon, surtout dans la consolidation. On n'ira pas voir les données. Comme je vous dis, c'est du long terme. Et puis, il ne faut pas être troublé dans le court terme. Là. Puis, c'est la raison pour laquelle je veux finir avec ça. Donc, 1929, on a eu, bien entendu, les minières d'or. Homestake, je pense, qui a été réacheté par Barrick dans les années 2000. Homestake a explosé littéralement à la panique bancaire de 1929. Et le prix de l'or, lui, bien entendu, même si ça, c'est, mettons, on prend au niveau de l'inflation, là, c'est qu'on a connu un pic là, au niveau des minières aussi, on a connu un pic vraiment important, et jusqu'à de 1929, 1930, jusqu'à dans les années 70, l'or a connu, on va dire une stabilité, mais on était adossé, les devises étaient adossées. En Angleterre, on avait adossé la devise, mais c'était vraiment une catastrophe avec le premier ministre. J'oublie son nom. C'était vraiment Churchill, excusez. C'était vraiment une catastrophe. Mais en 1971, après le discours qu'on vient de voir, ce qui est arrivé tout simplement, l'or a commencé à exploser littéralement. Donc l'or n'était plus attaché à aucune devise et on n'avait aucune idée de ce qui pouvait se passer après le discours de Nixon. Mais non, l'or, comme je vous dis, l'or a toujours été pour depuis des millénaires, une valeur refuge. Là, même j'ai vu ça, j'aurais pu vous le partager, mais on n'a pas le temps. Il y a des jeunes qui viennent de trouver des pièces d'or de 1000 ans en Israël. Donc, j'ai vu ça, la nouvelle, vous l'avez peut-être vu. Donc, l'or, c'est fascinant pour l'être humain de toutes les générations. On essaie de trouver peut-être des moyens de pallier à avoir d'autres choses que l'or mais non, l'or fascine. L'or est et va toujours demeurer une valeur refuge. Et c'est ça qu'on a constaté à partir de 1971. L'or a été laissé au libre marché et on voit qu'on a connu une hausse vraiment spectaculaire. Jusqu'à à peu près, c'est 75. Ensuite, on a eu une correction jusqu'à 76 ici, de mémoire là, que je vous parle, mais je suis pas mal sûr que c'est 76, je me souviens. On avait eu une longue hausse qui avait propulsé le prix, je ne sais pas, de 35 à 400, en tout cas dans ces coins-là. Je en avais parlé dans mes autres vidéos. L'important, c'est pas de savoir exactement où, mais vous voyez, on a eu une bonne correction ici, normale. Et ensuite, on a eu une reprise. Et une reprise vraiment importante de 76 à 80. Et 4 ans de montée astronomique. Et c'est sûr que dans ces temps-là, pour calmer l'inflation, Paul Volcker, qui était président de la Fed à l'époque, a augmenté les taux d'intérêt incroyable, 20% pour essayer de combattre l'inflation. Même en passant, Jérôme Powell lui a dit que l'inflation, dans le discours qu'il va dire, là, j'ai vu ça en dans mes fouilles, lorsqu'il va parler de l'inflation, il va probablement parler que l'inflation, même si l'inflation monte, il ne touchera pas au taux d'intérêt. Puis il ne peut pas non plus augmenter les taux d'intérêt dans la situation actuelle. Il y a tellement d'entreprises qui vont faire faillite, qui font faillite avec simplement un peu d'intérêt de plus sur les prêts, ça serait une catastrophe. Donc, Trump voulait que le taux d'intérêt soit bas. Jérôme Powell va suivre les consignes. Là, ils vont nous tricoter ça dans un discours, mais dans le fond, ils ne peuvent pas augmenter les taux d'intérêt. Donc, l'inflation peut monter, mais il a dit on est capable de supporter une inflation qui serait supérieure à 2%.
parce que ça a toujours été la cible fixée, mais il a dit qu'il serait capable de supporter ça. Donc c'est pour ça que les taux d'intérêt ne monteront pas pour un bon bout. Mais par contre, je pense que là, l'or va continuer à monter. Là, c'est vraiment une question psychologique. C'est que, dans le fond, il y a tellement d'impressions monétaires, on se dit, qu'est-ce que ça va valoir? C'est comme à la République de Weimar, qu'est-ce que ça vaut? Les Allemands ont imprimé en pensant que ça solutionnerait tout. Mais non, ça n'a pas rien solutionné. Donc, ce pic ici, correction 76 et montée extraordinaire jusque dans les années 80. Ensuite, on a eu un 20 ans là, vraiment de baisse, dans le fond. On est tombé en tendance baissière. Et ce que on peut voir, si on avait la comparaison, mais je vois rien que vous le dire, c'est que de 80 jusqu'à 2000, les marchés boursiers ont connu une euphorie extraordinaire qui s'est conclue à la bulle des technologies en 2000. Ça, c'est 2000, 2001 dans ces coins-là. Et le sommet de la bulle, comme ce qu'on est en train de vivre, c'est pas encore fini l'euphorie, mais ça n'arrête pas de monter sur le Nasdaq, c'est incroyable. Et là, les derniers mois, c'est vraiment, vraiment de l'euphorie. Donc, on a eu un retournement total de l'or et on est parti, sur vous le savez, vous connaissez la situation de 250, 50, 60, 54, je pense, en tout cas, 250, 260 à 1920 $ l'once. Et ensuite, on a eu la correction que moi, en regardant le graphique, que je compare à cette correction-là qu'on a eue ici. La montée ici a été très, très importante en 10 ans. Ici, ça s'est fait plus rapidement. Ici, ça va se faire probablement, si on regarde côté technique, si on essaie d'attribuer certaines ressemblances à ce qui est arrivé dans le passé, souvent ça peut être le gage de ce qui peut arriver dans l'avenir, mais pas tout le temps. Là. Donc, ce que je vous dis, c'est vraiment mon évaluation, mais avec toute la situation, cette situation technique au niveau de l'or, parce que là, on est vraiment dans un bull market, à moins que ça changerait rapidement, mais on est dans un bull market. Et puis, l'autre affaire, c'est au niveau fondamental. L'or, fondamentalement, est très, très bien placé pour... à cause de ce qui va se passer au niveau du Grand Reset, parce que ça s'en vient, je vous en ai parlé dans une de mes vidéos, le Grand Reset s'en vient, on va en parler en 2021, janvier 2021, au sommet de Davos, donc oui, l'or est très très bien positionné pour demeurer la valeur refuge, et moi je dirais pendant des années, et c'est ça, ce qu'on voit ici, ça serait le même scénario ici, le creux qu'on a eu, qui a été plus long à se construire qu'ici. On a eu le creux, on a eu une tête et épaule inversée, et là on est parti, même on est plus haut, là, on est rendu... Ah ben ça c'est calculé avec l'inflation. Donc on s'en va vers le haut, et ici, du temps de Paul Volcker, c'est 2200 qui est écrit ici, mais comme je vous avais dit, Pierre Lassonde, lui, avait dit, ben, probablement c'est le pic, qu'avec nos dollars actuels, le pic de 1980 est à 2700 $. Donc, on n'a même pas encore battu l'ancien pic de 2700 $, en tenant compte de l'inflation sur le graphique. Puis ça, c'en est un graphique qui tient compte de l'inflation. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on a encore beaucoup, beaucoup d'années devant nous pour la montée de l'or. Il ne faut pas penser que les soubresauts qu'on va connaître, et surtout l'or est vraiment mal aimé, on va essayer de détruire les investisseurs d'or, on va essayer de faire peur au l'or, parce que à ceux qui font confiance à l'or, parce que dans le fond, c'est un désaveu complet de leur politique. Mais ce que Warren Buffett a fait, Warren Buffett, même s'il a un âge avancé, c'est un investisseur, puis il n'a pas acheté de l'or pour passer le temps ou pour faire plaisir à du monde. Au contraire, c'est comme un désaveu de la politique américaine et de la politique monétaire des banques, vu qu'il a vendu des banques, et de la Banque centrale. Donc, on se revoit après, probablement, le sommet de Jackson Hole, et on parlera de ça.